Merci Madame Rose Morette. Je retiendrai deux conceptions du journalisme différentes que vous nous avez proposées, avec un rôle différent dans la chaîne de la communication. Le journaliste comme simple médiateur transparent, finalement, comme le corps transparent exposé par M. Bocara tout à l'heure, médiateur transparent entre l'émetteur de l'information et le destinataire, ou bien le journaliste qui devient producteur d'informations et qui, par son travail, nous permet de rendre intelligibles des données du réel qui étaient finalement cachées. Donc, je propose de laisser la parole à la salle, puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant de conclure cette demi-journée. On a les comptes qui annoncent son arrivée, donc on a des journalistes en masse, là. Merci. Je suis au fond. J'ai deux questions. Alors, la première, c'est... je reprends son nom. Oui, c'est d'Alain Bucaille ce matin. Alors, je ne sais pas s'il en a parlé ce matin ou si c'était hier à dîner. Mais c'est sur le thème, mais que font les journalistes ? La question est la suivante. Le président Sarkozy a annoncé que nous étions en train de vendre une centrale nucléaire à la Libye. Et Bucaille est d'Areva. Hein. Et donc, lui, de l'intérieur, il est au courant que c'est pas à l'heure du jour, qu'il n'y a eu aucune préparation, que pour en faire une, de toute façon, ça prendrait des dizaines d'années, et que il n'est pas possible de... Alors, il n'est pas là, donc voilà, je joue le journaliste, j'espère que je ne déforme pas non plus ses propos, mais ce qu'il disait, c'est qu'on ne peut pas vendre une centrale nucléaire en Libye, parce qu'ils ont trop de petits besoins par rapport aux capacités d'une centrale nucléaire. Voilà. Donc ça ne tient pas la route. Et donc, or, l'information a été diffusée. Et donc la question est, puisque vous êtes là, hein, donc, mais que font les journalistes ? Parce qu'ils devraient savoir que ça ne tient pas la route. Et pourquoi il n'y a pas eu au moins mise en question ? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est sur... Christian Pers, ce matin, m'a demandé sur le rapport entre pouvoir et langage. Alors, entre pouvoir et journaux, est-ce qu'il y a... Bon, c'est la question de tarte à la crème, hein, mais dans le microcosme, donc c'est cet aspect relation incestueuse entre le politique, entre le pouvoir et le journaliste. Est-ce que l'un a finalement la plume de l'autre ? Pardon ? C'est demain ? Ah ouais, je saisis l'occasion. Hein, je vais perdre mon idée. Et la chute de ma question, c'était donc sur cette liaison. Et bon, il y a eu interruption. Je m'arrête là pour la question. Allez-y. Non, mais je la vois, votre question. Donc, sur la seconde, hein, c'est toujours plus facile de commencer par la fin. C'est ce qu'on appelle la question de la proximité des sources. Et c'est un sacré boulot. Parce qu'à la fois, pour avoir des informations, il faut être proche de sa source, qu'elle soit politique, scientifique, médicale, etc. Donc, comme c'est un métier où j'ai cité parmi les choses dont on doit disposer, les qualités dont on doit disposer, c'est l'art de faire parler les gens. Hein. Mais à force de faire parler les gens, on finit par avoir... C'est comme l'anthropologue dont je parlais tout à l'heure. On se met en danger. On se met en danger parce qu'on est dans un entre-deux culturel. On n'est plus toujours tout à fait le journaliste. On est aussi en même temps la personne à qui on confie. Et comment on va s'en sortir, ce truc-là. Donc là, c'est vrai que il faut parfois changer de secteur, parce qu'on a atteint une trop grande proximité de ses sources. Et en même temps, pour avoir de l'information de première main, il faut être proche de ses sources. Donc, quand je vous dis que c'est un métier sur le fil du rasoir, c'est vraiment toujours sur le fil du rasoir. Alors, c'est plus flagrant pour les politiques, mais c'est flagrant pour les critiques de cinéma, c'est flagrant pour les journalistes santé. On a tous nos chouchous. Hein, donc on sait bon et puis après ça et vous corrélez ça avec on travaille au temps immédiat, donc quelque part il y a des moments où on travaille très 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 vite, hein, le temps de passer 3-4 coups de téléphone, mais ça peut arriver que les choses ne soient pas faites. Alors par rapport à l'histoire d'Areva, j'ai pas suivi ce dossier-là du tout, hein, donc je voudrais pas m'avancer trop sur l'affaire des centrales nucléaires
en Libye, c'est ça. Effectivement, vous dites que les journalistes n'ont pas fait leur travail, ils auraient dû dire que ce n'était pas possible. Alors, premièrement, on n'a aucune expertise pour dire que ce n'est pas possible. Donc, quelque part, notre seule expertise, c'est d'aller demander à quelqu'un, est-ce que c'est possible, ce qu'il a dit, le président de la République? Et ça, effectivement, ça n'a pas transparu énormément dans la presse. Moi, j'ai suivi, comme vous, ce dossier-là. En même temps, je pense que le piège qui nous guette, moi, si j'avais eu à traiter ce sujet-là, le principal piège qui me guettait, c'était de me laisser enfermer immédiatement dans la question t'es pour ou t'es contre la centrale nucléaire? Et ça, c'est un piège qui nous guette sans arrêt. Hein. C'est-à-dire qu'on nous oblige à répondre à des questions et pendant ce temps-là, on ne va pas poser la bonne question. Et c'est vrai que vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Une question ? Oui, vous avez parmi les contraintes du journaliste fait référence à l'immédiateté, au consumérisme, au poids également économique qui impacte vos activités. Et puis, vous avez utilisé à plusieurs reprises une autre formule qui me paraît faire écho à ça. Vous avez dit on est en permanence sur le fil du rasoir. Alors, je voudrais être un petit peu provocateur. Ce qu'il y a, c'est que parfois, le rasoir que vous utilisez, il coupe. Il coupe, et lorsqu'un scoop met en situation de culpabilité un individu ou une collectivité, eh bien c'est trop tard. Alors ma question c'est, est-ce que la déontologie est devenue un leurre ? Moi, je vais répondre avec non, mais bon, c'est moi qui vous réponds ça. C'est pour ça que je dis que parfois on chute. Hein. Ça peut arriver de chuter. Moi, j'ai fait une très grosse bêtise quand j'étais débutante. J'avais 3 mois de métier. Il y avait un juge qui avait été enlevé à Lyon. J'avais été collé au fait divers. J'avais eu un tuyau increvable. Et j'ai dit qu'il y avait 2 bandits très connus à Lyon. D'ailleurs, j'ai pas de peine pour eux, mais enfin, qui avaient été arrêtés. Ils n'avaient pas été arrêtés. À 6 heures du matin, les policiers étaient chez eux. Et 24 heures après, ils sortaient. Et 24 heures et demie après, ils demandaient quelle était la jeune idiote qui les avait fait embastiller pendant une journée. J'en suis pas fier. Ça m'a appris à me méfier. Mais je ne jette pas la pierre. Effectivement, c'est un métier quand même qui comporte certains risques. Pas tant physique, je ne vais pas vous faire l'histoire des 400 journalistes tués chaque année, mais un métier où on peut avoir des remords pour avoir donné une mauvaise information. C'est pour ça que j'ai voulu placer mon exposé en mettant en exergue la phrase de Camus. Parce que si quelqu'un comme Camus, pour lequel j'ai une admiration énorme en tant qu'homme, disait ça après avoir fait le boulot qu'ils ont fait à Combat, avec Dacier de la Vigerie, etc., c'est quand même, pour moi, c'est une grande leçon quand Camus dit au moins nous n'aurons pas menti. C'est ce qu'on s'efforce de faire. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous avez très bien décrit le métier sur le fil du rasoir. Alors pourquoi les journalistes refusent-ils la création d'un ordre professionnel ? Ça, c'est une question qui me paraît très à mettre sur la place publique et qui redorerait beaucoup le blason des journalistes. Et pour aller un peu plus loin dans ce que je voudrais vous dire, c'est que Éric Routhier, qui est l'auteur du fameux Scoop, lorsque vous regardez sa carrière, lorsque vous la connaissez, il n'en est pas à son premier faux scoop près. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais été sanctionné. C'est pour ça que les médias ne devraient pas filmer d'ailleurs cette scène. Pourquoi pas d'ordre ? Moi, j'avoue que ça me... Je sais pas, je me verrais mal d'avoir un ordre. Parce que je pense que... Premièrement, je crois que c'est un métier qui a été traumatisé par la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier. Encore ma génération, peut-être les plus jeunes maintenant, ils sont... Mais nous, on a été éduqués par des journalistes issus de la Résistance. Hein. Donc, comme c'est un métier qui s'apprend énormément par transmission, par les pairs, les deux d'ailleurs, PAIR et PERES, je crois que je me verrais mal mettre cette idée-là sur le tapis. En revanche, j'étais présidente du club de la presse de Lyon
Et je dois dire que nous avons organisé plusieurs débats, plusieurs séminaires sur les questions de déontologie. Les organisations professionnelles réfléchissent quand même à ça. Nous avons par ailleurs, au niveau professionnel, ce qu'on appelle la commission de la carte professionnelle des journalistes, qui peut éventuellement se prononcer sur certaines choses, ce qu'elle ne fait pas. C'est une intersyndicale. Bon, pour l'instant, ça pourrait peut-être bouger. Moi, très sincèrement, je ne vois pas ce que nous apporterait la création d'un ordre. Mais enfin, il faut voir. Oui, pour reprendre vraiment le concept de la transparence et puis rester dans la métaphore du dessin que j'avais utilisé tout à l'heure, la vérité, à la fin du 19e siècle et début du 20e, était représentée par une jeune femme nue, totalement transparente, en tout cas en termes d'habillage, sortant du puits. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, en fait, le traitement de la vérité, c'est plus le traitement de l'habillage de la jeune femme nue ? Inviter un journaliste de mode, je ne sais pas, moi. Oui. Les métaphores, qu'est-ce que vous nous avez dit sur les métaphores ? C'est important, il faut que je reprenne mes notes. On est environné de métaphores. Mais bon, si on file trop la métaphore, on tombe dans le cliché. Oui, une petite réaction. C'est le communicant qui va vous parler, donc que vous avez présenté. C'était très dur avec les communicants. Oui, mais ça c'est un vieux débat, je veux dire. C'est un vieux classique du journaliste. Voilà, alors qu'aujourd'hui, quelque part, je veux dire, bon, moi je me considère pas comme un manipulateur, mais plutôt comme un producteur d'infos. Je veux dire, quelque part, dans la chaîne alimentaire, je veux dire, on est assez complémentaires, journalistes et communicants. Voilà, donc ça c'était pour une réaction pour dire qu'en fait il y avait des passerelles et qu'en fait cette rivalité était complètement artificielle. Et c'est vrai qu'on l'a retrouvé essentiellement du côté des journalistes, je veux dire, parce que le communicant accepte parfaitement l'existence journaliste. J'aimerais que la réciproque soit vraie. Bon, ceci étant dit, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit à un moment de votre exposé que c'était les journalistes qui faisaient vendre les journaux. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr ? Attendez, j'ai dit que dans les contraintes de notre métier, il y avait le souci d'être lu et d'être lisible et d'intéresser notre public. J'ai pas dit qu'on était, c'est toute une chaîne qui fait vendre les journaux. Hein. Ça va des NMPP, de la diffusion, ça va du kiosquiste aux gens de la pub. Et donc non, on n'est pas les seuls. Ce que j'ai peut-être pas dit assez, c'est que c'est vraiment un métier c'est une chaîne. Hein. Le journaliste, c'est celui qui émerge. Mais bon, moi, je peux pas, si j'ai pas un rédacteur en chef, une bonne rédaction en chef, une équipe, un bon comité de rédaction, si derrière il n'y a pas des bons secrétaires de rédaction, des bons correcteurs, avant une bonne documentaliste, c'est un journaliste tout seul. Faut pas mélanger. Hein. C'est pas Tintin au Congo. Même si le propre d'un journaliste et d'un reporter, c'est de pouvoir être lâché n'importe où et ramener quelque chose. Donc c'est pas. Alors sur les communicants, je suis parfois un peu dur, mais ça tient aussi. Je suis dur moi-même hein, quand je dis que les communicants flattent notre paresse. Les communicants, quand ils sont très bons, meilleurs ils sont, moins ils nous incitent à aller chercher. Quand on a des dossiers de presse qui sont impeccables, où les articles sont pratiquement écrits, quand un journaliste en a sa 3e conférence de presse de la journée et qui travaille dans un quotidien régional, il y a des phrases entières qui passent. Mais bon, le journalisme, quand on fait du journalisme d'investigation et quand on se retrouve en situation de crise, et souvent on recueille aussi les confidences des communicants qui sont très malheureux. Hein. Moi, je ne citerai pas, mais dernièrement, une chargée de communication m'a dit mais ne dites pas ça, je vais me faire virer. Voilà. Donc, la balle au centre. Hein. Je suis désolée, mais c'est ça aussi la réalité de l'information. Bien, écoutez, merci à tous. Je vois que l'heure est arrivée au bout. Donc il est temps de conclure cet après-midi qui a été donc riche en réflexions et je vous propose de nous retrouver demain à 8h30